Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutorat sur le cours du milieu intérieur programmé dans le module de physiologie 1 pour les étudiants SV4 à la faculté polydisciplinaire Taraudante. Alors, durant ce cours, on va voir la notion du milieu intérieur, les différents compartiments du milieu intérieur, la composition des compartiments liquidiens et finalement le mouvement des liquides entre les compartiments liquidiens. Nous avons comme objectif à atteindre connaître la définition et les différentes parties et les fonctions du milieu intérieur. Deuxièmement, identifier les propriétés et la composition chimique du milieu intérieur et les comparer à celles du milieu intracellulaire. Et finalement, savoir prédire les mouvements d'eau d'ayant entre le milieu intérieur et le milieu extracellulaire. Alors, c'est quoi le milieu intérieur? La notion du milieu intérieur est élaborée à la première fois par Claude Bernard et qui signifie le milieu avec lequel la cellule réalise des échanges directement de la matière, à savoir les solutés, les gaz, etc. Alors, le milieu intérieur, c'est le résultat de l'évolution des êtres vivants. Au début, c'était juste des organismes unicellulaires qui font des échanges directement avec le milieu extérieur, c'est-à-dire avec leur environnement. Alors, au cours de l'évolution, on constate l'apparition des métazoaires, c'est-à-dire des organismes pluricellulaires. Et dans ce cas-là, les cellules s'organisent en organes et ne changent pas directement de la matière avec le milieu extérieur, mais elles font des échanges avec le milieu extracellulaire, qui va jouer le rôle du milieu extérieur ou l'environnement de la cellule. Ceci paraît bien pour les cellules, car elles sont plus protégées à l'état pluri que à l'état unicellulaire. Mais le problème qui se pose, c'est le renouvellement du milieu extracellulaire, c'est-à-dire le milieu interne, car le milieu interne doit toujours être stable et en équilibre, d'où vient la nécessité d'un système qui s'occupe de renouvellement de la matière, de le milieu intérieur. C'est la circulation lymphatique et sanguine. Ce qui concerne la lymphe, nous avons deux types de lymphe. La lymphe canalisée qui se trouve dans des vaisseaux et la lymphe non canalisée qui est toujours en contact, ou bien qui est en contact direct avec les cellules, c'est-à-dire il se trouve dans l'espace extracellulaire. Alors, ce renouvellement de milieu interne par la lymphe et le sang assure son équilibre, c'est-à-dire le maintien des paramètres physico-chimiques de ce milieu, à savoir la concentration des solutés, le pH, etc. Alors on parle de l'homéostasie. L'homéostasie de milieu intérieur est garantie par la coordination des processus physiologiques qui font appel de plusieurs organes et des systèmes. Ces organes vont faire des échanges de la matière directement avec le milieu extérieur, cette matière qui sera par la suite emportée vers le milieu intérieur, c'est-à-dire le milieu extracellulaire, par le sang et la lymphe. Et enfin, la cellule peut changer la matière avec le milieu intérieur, qui doit toujours être en équilibre. Dans le cas de déséquilibre, prenons l'exemple de la glycémie. Dans le cas de l'hyper ou bien hypoglycémie, le corps va interagir via des récepteurs qui détectent ce déséquilibre et qui vont par la suite activer tout un système de régulation et par la suite la correction de déséquilibre et le maintien de l'ordre. Alors maintenant, on passe à les différents types des compartiments du milieu interne. Nous avons grosso modo trois types de compartiments du milieu interne, à savoir le compartiment sanguin, le compartiment lymphatique et le compartiment intracellulaire. On commence par le compartiment sanguin. Le compartiment sanguin ou bien plasmatique, c'est un système fermé qui relie l'organisme avec le milieu extérieur ou bien l'environnement externe via les poumons
les reins et le tube digestif. Le compartiment intracellulaire, il s'agit de l'ensemble de liquides qui se trouvent à l'intérieur de la cellule, enfermés à l'intérieur de la cellule. Et finalement, le compartiment lymphatique. Le compartiment lymphatique se compose en deux types, la lymphe non canalisée et la lymphe canalisée. La lymphe non canalisée, c'est la lymphe qui se trouve dans l'espace interstitiel, c'est-à-dire l'espace qui existe entre les cellules. Par contre, la lymphe canalisée, c'est la lymphe qui se trouve dans des canaux, des vaisseaux, etc. Alors, la lymphe non canalisée, canalisée, c'est-à-dire la lymphe canalisée, c'est un système non fermé. Ce n'est pas comme le compartiment plasmatique qui est un système fermé. La lymphe canalisée, c'est un système non fermé car le canal lymphatique se jette dans la circulation sanguine et également les vaisseaux lymphatiques drainent la lymphe interstitielle. Sans lui, alors le liquide interstitiel se gonfle et provoque des œdèmes. Alors la lymphe circulante relie les deux compartiments, c'est-à-dire le compartiment plasmatique et le compartiment intracellulaire. Maintenant, on passe à les compositions des compartiments liquidiens. Les compartiments liquidiens se composent principalement de l'eau plus les solutés. Mais on commence maintenant par la composition majeure du compartiment liquidien, c'est l'eau. L'eau représente 42 litres dans l'organisme, plutôt chez un homme physiologiquement standard. Elle et également représente 99,5% dans la salive, 90% dans le plasma. La substance grise du cerveau renferme 84%, les muscles également 75% de l'eau. La substance blanche de cerveau renferme 70% de l'eau, le tissu adipeux 30% et finalement l'ivoire dentaire 10%. Alors on trouve l'eau partout. Cette 42 litres de l'eau répartie en 3 litres dans le plasma. Cette 3 litres est toujours renouvelée par les intestins et les reins, c'est-à-dire l'eau entre par les intestins et sort par les reins. Également, le liquide interstitiel ou bien la lymphe représente 11 litres et finalement, la grande partie est enfermée dans le liquide intracellulaire, c'est-à-dire le liquide qui se trouve à l'intérieur de la cellule. Alors, l'eau, elle est toujours en échange entre le plasma et le liquide interstitiel et également entre le liquide interstitiel et le liquide intracellulaire. C'est-à-dire, nous avons toujours un renouvellement de l'eau. Cette 42 litres de l'eau, elle est toujours en équilibre, une quantité stable dans l'organisme, c'est-à-dire l'eau qui entre est égale à l'eau qui sort. Quotidiennement, nous avons une quantité de 2,2 litres qui entre par les boissons, par la nourriture et également 0,3 litres de l'eau métabolique. L'eau métabolique, c'est l'eau issue des réactions biochimiques qui se trouvent à l'intérieur de l'organisme, par exemple la réaction de l'oxydation du glucose qui provoque de l'ATP et de l'eau. Alors, je viens de dire qu'il y a quelques êtres vivants qui vivent seulement de l'eau sur l'eau métabolique, comme certains insectes, ou bien la majorité ce sont des insectes. Alors, maintenant on passe à l'eau qui sort. L'eau qui sort, nous avons une perte quotidienne de 0,9 litres de l'eau par les poumons
et la peau, c'est-à-dire par la transpiration. Nous avons également 1,5 litre qui sera perdu par les urines et 0,1 litre par les selles. Si on fait l'addition de l'eau métabolique et l'eau apportée et une soustraction avec l'eau qui sort, on trouve une valeur de 0, c'est-à-dire l'eau il est toujours en équilibre à l'intérieur de l'organisme. Et maintenant, on passe à la deuxième partie, ou bien la deuxième composition de liquide interstitiel, ou bien, pardon, du compartiment liquidien, c'est les solutés. Nous avons deux types de solutés. Nous avons des composés non dissociables, comme le glucose, l'urine, et les composés dissociables, comme les électrolytes et les protéines. On commence par les composés dissociables et par les protéines. Alors, la protéine majeure qui se trouve dans le plasma sanguin, c'est l'albumine. L'albumine correspond à 70% des protéines plasmatiques. En deuxième ordre, on trouve les globulines de l'ordre de 35% et finalement, les quelques facteurs de coagulation et les fibrogènes qui représentent 5%. Parmi les composés dissociables, on trouve également les électrolytes. Les électrolytes, ce sont des molécules qui portent une charge, comme par exemple les protéines. Les protéines sont également des électrolytes parce qu'ils possèdent une charge. Alors, nous avons ici le sodium, le chlore, les carbonates, le potassium, etc. Ce schéma montre les différents électrolytes et leur concentration d'un compartiment à l'autre, c'est-à-dire dans le plasma, liquide interstitiel et le liquide intracellulaire. Prenons par exemple l'exemple de potassium. Le potassium qui est moins concentré dans le plasma et également dans le liquide interstitiel, c'est-à-dire dans la lymphe, et plus concentré à l'intérieur de la cellule. À l'inverse de sodium, qui se trouve d'une concentration très faible à l'intérieur de la cellule et plus élevée dans le liquide interstitiel et le plasma. Alors, cette différence de concentration d'un élément à l'autre, du part à l'autre, soit de la membrane, surtout de la membrane cellulaire, est primordiale parce que parce qu'il joue un rôle très important dans le maintien du potentiel du repos membranaire via la pompe potassium-sodium ATPase qui transporte soit le potassium ou bien le sodium contre son gradient de concentration. Alors, l'ensemble de ces électrolytes qui se trouvent ont des concentrations différentes d'un compartiment à l'autre. Ils jouent également un rôle dans le maintien de l'homéostasie, c'est-à-dire le maintien de pH plasmatique par exemple. Prenons l'exemple des carbonates qui jouent un rôle d'un tampon, d'un système de tampon pour le maintien de pH plasmatique. Par exemple, l'exemple que je viens de citer, c'est le sodium et le potassium qui maintient le potentiel de repos membranaire. Et nous avons plusieurs fonctions de ces électrolytes. Alors, également le glucose, les protéines sont toujours ont des concentrations constantes dans le sang, c'est grâce à des systèmes de régulation. C'est-à-dire que l'ensemble de ces composés, c'est-à-dire les composés dissociables, sont toujours, ou bien leurs concentrations sont toujours maintenues constantes
soit dans le plasma, soit dans la lymphe, ou bien dans l'intérieur de la cellule, à l'intérieur de la cellule. Alors, ensuite, la présence de ces électrolytes du part et l'autre de la membrane provoque ou bien exerce plusieurs forces, à savoir par exemple la pression osmotique. On verra ceci en détail sur la vidéo prochaine. Maintenant, on passe à comment on peut mesurer le volume d'un compartiment liquidien sans avoir le vider. Pour ce faire, on va utiliser une technique très simple. C'est la technique de dilution. Cette technique consiste à injecter un traceur ou bien un marqueur ou bien un traceur dans le compartiment cherché, et à la fin on va calculer le volume de distribution de ce marqueur, et on estime que le volume de distribution de ce marqueur est égal à le volume de compartiment cherché. En appliquant une simple équation, CV est égal à Q sur C. V, c'est bien sûr le volume de distribution ou bien le volume du compartiment liquidien. Q, c'est la quantité du marqueur injecté. Et C, finalement, c'est la concentration du marqueur injecté mesurée après le prélèvement. Alors, le choix du marqueur. Alors, on ne va pas choisir le marqueur en hasard. Il doit être subi à plusieurs critères ou bien plusieurs standards. Alors, le marqueur ou bien le traceur doit être non toxique, il est injectable, possède une diffusion homogène, il ne possède pas une action sur la distribution de l'eau, et également on peut le doser d'une manière simple. Et également, il faut que le marqueur ne doit pas quitter le compartiment à mesurer. Il ne doit pas être excrété par les reins ni métabolisé. Et également, il ne faut pas que le marqueur varie le volume à mesurer. C'est pour ceci qu'on choisit des marqueurs soit endogènes marqués, comme certaines protéines plasmatiques, ou bien des substances exogènes qui sont non toxiques, non métabolisées, etc. Et on l'injecte directement dans l'organisme. Alors voici un exemple des marqueurs, soit endogènes, soit exogènes, qu'on utilise lors de calcul de volume, soit le volume plasmatique, soit le volume extracellulaire. Par exemple, le marqueur endogène qu'on utilise pour le calcul de volume plasmatique, c'est l'albumine. On marque l'albumine et après, on dose la concentration finale de l'albumine après son distribution. Pour le marqueur exogène, pour mesurer bien sûr le volume plasmatique, on utilise le bleu Evan. C'est un marqueur qui subit à les critères précédents. Pour calculer le volume extracellulaire, on utilise comme marqueur endogène soit le sodium marqué, soit le mannitol. Et pour un marqueur exogène, on utilise l'inuline. Finalement, pour calculer l'eau totale, soit on marque la molécule de l'eau ou bien l'urée comme marqueur endogène, et pour les marqueurs exogènes, on utilise antiapérine. J'espère que c'est clair pour vous, et on se verra dans le prochain ou bien la prochaine vidéo. Merci.